Bonjour Monsieur Poirier. Euh, Bonjour. je vous interroge à propos de la publication très récente de la Bibliothèque idéale des philosophes français. La première question que j'aimerais vous poser, c'est très indiscrètement de savoir comment vous avez pour la première fois rencontré la philosophie française. Alors, évidemment, c'est par hasard. Euh, En fait, je l'ai rencontré en, en prenant d'abord conscience d'un manque, c'est-à-dire en m'apercevant qu'à part les auteurs que tout le monde connaît, euh, on ne trouve pas grand-chose. Si on regarde le programme actuel des classes de philosophie, euh, il y a très peu de philosophes français, ils sont écrasés par les Anglais, les Allemands, tout ce qu'on voudra. C'est plutôt une absence qui m'a interpellé. Et en cherchant, je crois que j'ai fait quelques découvertes. On en parlera si vous voulez. Très bien. Et dans votre histoire personnelle, avant même le constat de la disparition ou de l'effacement d'une philosophie ou d'une tradition française, quelle œuvre vous a donné l'envie peut-être de faire de la philosophie? Oh ben là, vous m'interrogez sur mon enfance. Euh, Écoutez, les premiers, je sais pas s'il faut, les premiers philosophes que j'ai lus, aimés et qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Bon, il y a d'abord Albert Camus. J'étais très petit, je devais être en quatrième. Il y a Albert Camus, il y a Saint-Exupéry. Beaucoup de gens sont étonnés qu'il soit dans ce recueil, mais enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup donné. Et puis, et puis après, je suis passé plutôt vers des philosophes, je dirais pas étrangers, au contraire, mais l'Antiquité. Platon, l'Antiquité tardive. J'ai commencé très tôt, l'Antiquité tardive. À la fin de votre introduction, vous rendez hommage à un certain nombre de philosophes. Est-ce que vous pourriez évoquer une figure de philosophe que vous avez connue et que vous avez particulièrement appréciée? Alors, je les ai tous connus et tous particulièrement appréciés. Si vous voulez, je peux en évoquer deux. J'évoquerai d'abord, parce qu'avec une tendresse toute particulière, Olivier Clément, qui était mon professeur d'histoire et de géographie de la seconde à la terminale au lycée Condorcet à Paris. Alors, on le trouvait quelquefois un petit peu fou. Il était en fait admirable. Alors, il faisait un cours d'histoire et de géographie fort intéressant, mais assez souvent, presque toujours, au bout de quelques minutes, il s'arrêtait et il nous parlait de philosophie en quatrième. Et notamment parce qu'il avait de hautes responsabilités là-dedans. Bon, moi, je suis totalement, je suis, comment dirais-je, indifférent à cette affaire. Enfin, c'était un orthodoxe russe très religieux, euh, mais il nous parlait de théologie en nous parlant de Platon, de Plotin. Il me fait découvrir Chestov. Voilà, enfin, et on parlait tout le temps de philosophie, et c'est lui qui m'a enseigné la philosophie dans le second degré, en fait. Plus, paix à ses cendres, plus que mon professeur de philosophie proprement dit. Et la deuxième figure? La deuxième figure que je pourrais évoquer, mais elles sont toutes à égalité, c'est quand même Georges Canguilhem, qui a été pour moi une espèce de, comment dirais-je, de modèle ou de paradigme. C'est-à-dire qu'il représentait à la fois la rigueur, le savoir, le sérieux, et puis ce qu'il m'a, j'espère, enseigné, je dis modestement, un certain sens de la résistance et de la provocation. Alors, à travers toutes les figures de philosophes dont vous citez quelques pages, se dessine peut-être une figure particulière, des caractéristiques particulières aux philosophes de tradition française. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques éléments? Oui, si vous permettez, je procéderai d'une manière peut-être un peu plus théorique, parce que, effectivement, quand je vous dis que j'ai cherché un petit peu en vain des philosophes français, ce que j'ai trouvé est intriguant, parce que ce que j'ai trouvé, c'est les philosophes français que tout le monde connaît, allais-je dire, et qui ne nous conduisent pas très loin, ceux qui correspondent à ce qui, dans ce livre, apparaît avec une
je voudrais pas en faire trop, mais avec une certaine distance et quelquefois une forme pas méchante de dureté, sinon de méchanceté. C'est c'est pas moi qui ai inventé cette appellation, la philosophie officielle. Alors c'était début du 19e siècle, mais l'enseignement de la philosophie, qui est une particularité française, lui, malheureusement, doit beaucoup à cette philosophie officielle et n'a sans doute pas encore apuré tous les comptes. Et ça, paradoxalement, ça a eu un effet prodigieux sur la philosophie française, parce que cette philosophie officielle, elle avait pour principe, je n'étais même pas délibéré à la fin, pour ne pas choquer, de ne rien enseigner et de surtout pas donner de place, ou pas une place excessive, à la culture, à la lecture des textes. Et donc, tant qu'on parlait uniquement des procédés de l'esprit humain, ça ne mangeait pas de pain, et ça aboutit à ce qu'on a appelé, l'appellation imparfaite, le spiritualisme rationnel, il y en a encore de nos jours, mais enfin c'était très vivace jusqu'en 1950. C'était vraiment la philosophie qu'il fallait pratiquer pour réussir ses études, pour être professeur de philosophie, etc. Canguilhem, justement, a donné un coup de pied dans cela. Et cette philosophie officielle, très inculte, avait quand même, il y a quelques grands noms qui avaient émergé et qu'il faut admirer. Je citerai par exemple Jules Lagneau, mais qui déborde largement cette étiquette du spiritualisme rationnel. On pourrait en trouver d'autres, mais ça a eu surtout pour effet de stériliser la philosophie en France. Et du même coup, de faire que ce qu'il y avait encore de philosophie possible s'est développé d'une manière, je dirais, un peu comme quand les animaux vivent dans de mauvaises conditions, ils se développent bien, deviennent plus vigoureux et plus forts. On a eu, grâce à cela, au 19e et au 20e siècle, au début du 20e siècle, une génération de philosophes extraordinaires parce qu'ils étaient tout à fait hostiles à l'institution, révoltés, paradoxaux, et ils ont su mettre en question, disons, deux choses. D'une part, le rationalisme, je n'ai rien contre le rationalisme, mais ils ont su tout de même en produire une approche un peu moins naïve, et d'autre part, ils ont su mettre en question ce qui était l'autre aspect de cet enseignement officiel, le criticisme. C'est-à-dire ils ont su ouvrir toutes sortes de directions tout à fait inattendues. Alors ça, c'est le premier côté par où ces philosophes, dont j'espère avoir donné un certain nombre dans mon livre, ont occupé le terrain, ont surgi. Et puis il y a évidemment un autre côté qui est extrêmement frappant. Ils étaient libres, c'est-à-dire qu'on les retrouve principalement derrière les barricades ou dans la rue. Alors pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ou quand ce n'était pas derrière les barricades ou dans la rue, c'était à Sainte-Pélagie ou au Bagne. Je me tiens à honorer tout particulièrement la figure étonnante de Louise Michel, qui, à côté d'une vie extraordinaire, qui force le respect, a produit une œuvre philosophique tout à fait intéressante. Alors, un autre personnage dont vous citez quelques pages, c'est un personnage exceptionnel qui a la particularité d'être à la fois logicien et résistant. C'est Cavaillès. C'est Jean Cavaillès, oui. Alors, c'est pas du tout un devoir difficile, mais j'étais obligé de le citer. D'une part, il s'inscrit dans la perspective également de Georges Canguilhem, et puis bon, c'est un philosophe qui est mort pour la France. Il n'est pas le seul, mais dans des conditions où il a montré, c'est la leçon que nous autres philosophes pouvons en tirer. Bon, il y a eu d'autres résistants, bien entendu, mais il a montré comment il pouvait y avoir une certaine articulation d'une philosophie et d'actes de résistance et de courage. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est ce que fait justement observer Georges Canguilhem. Ce n'était pas un moraliste. Il était spinoziste, rationaliste, logicien. Et c'est sa logique elle-même qui l'a conduit à se conduire comme il s'est conduit.
Alors à côté de la logique, il y a aussi le sentiment. Est-ce que vous pouvez parler de ces pages incroyables de Louise Michel sur une forme de compassion qui dépasse les humains qui souffrent? Oui, vous pensez à cette page extraordinaire où, étant enfant, elle assiste à l'exécution, si on peut dire, d'une oie. Alors c'est bien connu, vous savez que quand on décapite une oie, si on ne la tient pas bien, le reste s'envole. Et donc il y a cette description saisissante, mais quand vous dites que c'est en dehors de l'humain, la dernière partie de cette page rapporte ce souvenir à une autre évocation, c'est celle d'une décapitation humaine, d'une exécution à laquelle elle a assisté. Et donc il y a cette image littérairement, si on peut dire, saisissante, mais en même temps qui donne à penser dans la mesure où ce qu'elle dit justement sur sa sympathie, son empathie à l'égard des bêtes ne relève pas d'une sensiblerie puérile ou absurde, mais enveloppe des sentiments humains relativement banaux et dont il n'y a pas à se cacher. Un autre personnage incroyable, c'est Ozanam. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, justement, il s'inscrit, comme tous les autres, dans ce créneau de réaction à la philosophie officielle, puisque, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque, il était catholique, et il a développé, mais justement, ce qui est intéressant, c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs chez tous ces philosophes qui sont dans ce livre, c'est que ce sont des gens qui s'intéressent à la réalité et qui la connaissent. Ce qui est intéressant chez Ozanam, je le répète, comme chez d'autres, ce qui est intéressant chez Ozanam, c'est qu'il développe ses propres idées, c'est normal, mais il est attentif à la réalité sociale qui l'entoure, il est attentif à l'opposition de la richesse et de la pauvreté, à la pauvreté qui s'accroît dans la société industrielle, etc. Si bien qu'on dise que c'est une étiquette un petit peu raccourcie, qu'il est l'inventeur du catholicisme social, mais ce qui me paraît, alors ça fait partie de son œuvre qui est très importante, mais ce qui est intéressant dans son approche théorique, c'est qu'il montre aussi bien, dirais-je, le côté contradictoire, le côté non pensé et mal pensé des deux pôles qui s'opposaient. C'est-à-dire, d'une part, c'est l'époque où apparaissaient des socialismes, où apparaissaient les traditions marxistes, et il avait vu, alors on peut en penser évidemment ce qu'on veut, mais il y voit dans cette compréhension juste du problème social l'absence d'une visée plus idéale, ce qui compromet, selon lui, le socialisme du côté des pauvres envieux des riches, ce qui est une simplification qui ne va pas. On retrouvera d'ailleurs, je crois que j'ai mis un des textes correspondants, le même problème, la même contradiction dont essaye de se dépêtrer Jaurès. Et puis d'un autre côté, il récuse évidemment l'indifférence des riches ou des intégristes, notamment catholiques, à l'égard des problèmes sociaux. Vous citez aussi des pages surprenantes d'auteurs qu'on croyait connaître, et vous présentez ainsi Saint-Simon sous la catégorie de socialisme. Oui, il faut mettre les deux à la fois, c'est-à-dire c'est évidemment le théoricien du capitalisme, mais il est sûr aussi que sont sortis des rangs des Saint-Simoniens, ça c'est du factuel, un certain nombre de gens qui sont plutôt du côté du socialisme, au moins de ce qu'on appellera avec Marx le socialisme utopique. Il y a aussi des pages de personnes qui ont l'air extraordinaires et dont on connaît très peu le nom, ne serait-ce que le nom, comme Claire Desmarres. Oui, mais j'ai pris
vous me connaissez, j'ai pris un certain plaisir à citer des gens dont on imagine que personne ne les connaît. Ils ne sont pas inventés pour autant. Alors, Claire de Mars, c'était une saint-simonienne, justement. Mais elle a inventé deux choses, à mon avis. Enfin, l'une qu'elle a vraiment inaugurée, c'est la présence, l'installation de la philosophie dans le journalisme. Elle a fait des journaux et des journaux militants. Et puis la deuxième chose, elle ne l'a pas inventée, mais le saint-simonisme, sur ce point, est quelque chose de très important. Le saint-simonisme, c'est pas seulement le capitalisme, le socialisme, c'est aussi le féminisme. Et la plupart des féministes de cette époque étaient de tradition saint-simonienne, et elle a inventé un féminisme extrêmement agressif, mais attention, qui n'a rien à voir avec... On peut penser des fois que certains féminismes aujourd'hui sont agressifs, rien à voir avec ce genre-là, parce qu'elle elle considère exactement deux choses: la condition de la femme, très concrètement, très réellement, depuis la réalité jusqu'à sa traduction juridique, et elle considère aussi, à côté de ça, la condition sociale en général dans des diverses classes dans toute la société et des solutions possibles. Je crois que c'est quelqu'un de très attachant et de très important. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait... Vous ne pourrez pas croire que vous connaissiez Suzanne Voilquin. Voilà. Alors, il y a aussi des romanciers, enfin des gens qu'on connaît comme autre chose que philosophes, comme Senancour. Oui. Alors, tout dépend. Les littéraires pouvaient se l'annexer, pourquoi pas. Mais vous voyez les textes que j'ai mis, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Ce sont des textes, enfin la littérature sur ce plan a depuis toujours un droit à alimenter, à éclairer la philosophie, il me semble. Alors la philosophie a aussi éclairé et alimenté la politique avec des figures comme Saint-Just. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est une figure... Bon, ce qui est intéressant à travers la figure de Saint-Just, ou quelques autres, mais les textes de Saint-Just le montrent bien. Enfin, ça illustre dans la Révolution française ce que Hegel décrit sous le nom du règne de la vertu ou de la terreur. C'est-à-dire le fait qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'une certaine posture idéale peut conduire à des conséquences qui par après ne sont pas toujours les meilleures. Alors il y a aussi des pages d'un livre au titre incroyable, L'homme de désir, des pages d'un philosophe inconnu. Oui, il se faisait appeler de cette façon-là. Et de fait très peu connu. En effet. Et ça correspond à ce courant qui a été appelé en France l'illuminisme. Alors qu'il faut... En italien, par exemple, l'illuminisme, c'est synonyme de lumière. En France, pas du tout, puisque c'est plutôt le côté illuminé de l'illuminisme, c'est-à-dire ce que d'autres appellent l'obscurantisme. Alors, il y a ce côté, si vous voulez, effectivement, d'une analyse des puissances du romantisme, disons pour simplifier, qui apparaît avec Claude Saint-Martin, qui a eu une influence très grande, plus qu'il n'est connu lui-même, il a influencé beaucoup d'autres auteurs. Alors si on remonte au cours du temps, on a aussi dans votre recueil des pages très surprenantes d'auteurs majeurs comme Descartes. Oui, merci de me poser la question. Pas très surprenante, je ne sais pas. C'était mon intention en tout cas. C'est-à-dire que j'allais quand même pas mettre dans ce volume qui ne cherche pas du tout à être provocateur ou atypique, mais à être à côté, enfin à faire apparaître ce qu'on oublie généralement. Et donc, j'ai quand même mis la première page du discours de la méthode, parce que je crois qu'elle fait l'objet d'un contresens. Et puis, il y a d'autres pages où, effectivement, il faut faire apparaître, mais enfin, tous les philosophes le savent bien, mais ce livre vise au-delà le vrai public. Descartes correspond très peu à l'adjectif cartésien en français, mais j'aurais pu ajouter d'autres choses si j'avais eu la place, l'occasion. Notamment, il y a quelques lignes étonnantes de Descartes dans le traité des passions, l'article 190, où interrogé sur ce qui fait qu'un homme peut
s'estimer lui-même, être content, satisfait de lui-même. Bon, lui qui a diverses choses, mais qu'il faut l'être à bon escient, dit-il, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas être satisfait de soi-même si on a mal fait. Et il prend l'exemple extraordinaire, surtout si on lit derrière les lignes, il prend dans cet article 190 du traité des passions l'exemple d'un prince qui s'estimerait heureux d'avoir exterminé tout un peuple. Alors, en l'occurrence, il s'agit, ce qui est une allusion extrêmement précise et nette, à Cromwell et aux Irlandais, qui peut s'articuler à certaines lettres où il console la princesse Élisabeth. Il ne faut pas oublier qu'elle était de la famille de ces rois qui se sont fait couper en deux à cette époque. Alors, il y a d'autres conseillers de prince dont vous citez quelques pages. Je vous vois venir. Avec Naudet et ce courant incroyable et peu connu, peu lu en tout cas, des libertins. Oui, oui. Ce qui est incroyable, ils sont là. Alors bon, ce genre de provocation est assez banal, mais ce qui est intéressant chez Naudet comme chez d'autres, c'est que c'est théorisé, c'est clair, c'est précis, et ça interroge sur ce fait que nous connaissons bien en philosophie, à savoir que, bien entendu, mais qu'est-ce que ça signifie au bout du compte? Bien entendu, la politique est étrangère à la morale. L'État n'est pas soumis aux règles de la moralité, mais voilà un exemple de texte en apparence très dogmatique, mais qui pose une infinité de questions. Et si on remonte jusqu'aux deux grandes figures de Montaigne et de Rabelais, on trouve des pages admirables, et notamment, je voudrais vous interroger sur ce que vous dites de Rabelais, oui. Et de sa présence dans votre recueil. Vous dites qu'il a une langue philosophique parfaite. Ah. Qu'est-ce que cela peut signifier? Ça, c'est une question... Je serais tenté de vous dire, cherchez vous-même. Mais non, mais il a une langue philosophique parfaite, d'abord parce que c'est... Je crois... Alors, c'est vrai d'à peu près tous les philosophes, mais plus ou moins. Je crois que c'est une langue qui est exactement adaptée à ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, c'est une langue qui... Enfin, elle ne se tient pas bien, elle n'est pas encore tenue, maîtrisée dans les liens de la grammaire ou du bon parler. C'est une langue qui est vivante, et il y a des pattes qui dépassent sans arrêt, ou les oreilles, ou la queue, et il en jouit, Rabelais. Enfin, c'est ce qui nous permet à notre tour d'en jouir, évidemment. Donc, dans ce sens, c'est une langue philosophique parfaite, parce que c'est d'une certaine manière le contraire de cette langue dont rêvait peut-être Leibniz, d'une langue univoque et bien sensée. Ça, c'est cette langue dont aurait rêvé sans doute. Je ne suis pas sûr qu'il pensait à Rabelais, il pensait plutôt à Diderot. C'est cette langue dont rêvait Hegel. Est-ce que vous avez songé à inclure des philosophes qui ne soient pas d'expression de tradition française dans ce recueil, qui peuvent correspondre à la figure du philosophe français comme Nietzsche ou comme peut-être Léopardi? J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Alors, il y a Marx, oui, mais il rentrait dans les critères, puisque les critères, c'est ou bien de nationalité française, quelle que soit la langue, ce qui a conduit à mettre du Gassendi, du Budet, qui écrivait quand même en latin, ou bien de langue française, ce qui a conduit à mettre des gens qui n'étaient pas... Ça ne veut pas dire grand-chose, enfin si, ça veut dire quelque chose, même à l'époque, qui n'étaient pas français, c'est-à-dire d'Holbach ou Marx, justement, et évidemment Leibniz. Alors, une question aussi sur le sens que vous avez voulu donner à ce recueil en reproduisant un bas-relief de la cathédrale Sainte-Trophime en Arles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, merci. Alors, vous avez raison, je l'ai introduit, comment dirais-je, j'allais dire après, parce que au départ, comment dirais-je, je n'avais pas d'intention préconçue, mais il est apparu très nettement, et vous me croirez ou vous ne me croirez pas, je n'ai pas fait exprès, il est apparu très nettement que le lien entre pratiquement tous les textes du début à la fin pouvait se concevoir à travers la question de la transmission. Et alors, les philosophes n'en ont pas l'exclusivité, mais ils ont peut-être l'exclusivité de, comment dirais-je,
de la conscience que la transmission consiste évidemment à transmettre, mais que c'est compliqué, et que transmettre se fait toujours d'une certaine manière au péril de sa vie. Et donc, d'où dans ce bas-relief, ce qui est intéressant, c'est le fait que en s'enfuyant, on emmène les enfants. Et c'est les enfants qui sont le vecteur de la transmission. Mais justement, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, et ils le transmettent eux-mêmes, et de la même manière, c'est-à-dire il y a transmission parce qu'il y a perte, et il y a transmission parce que dans la perte, il y a liberté. Alors, à cet égard, je voudrais vous renvoyer, je crois que le meilleur commentaire, alors on pourrait dauber indéfiniment sur la question de la transmission qui m'obsède par ailleurs, mais que j'ai retrouvé plus ou moins volontairement dans ce recueil. Le texte qui me paraît le plus important, c'est celui de Renan sur le contresens, où il explique que la lecture d'Aristote par Averroès est une suite de contresens, mais où justement il s'indigne contre les transmetteurs professionnels, les philologues, en disant c'est lui qui a raison, c'est celui qui se trompe ou celui qui déforme, qui reprend, qui a raison. C'est Averroès qui a raison, et il fait l'éloge du contresens. Et je crois que cette articulation de la transmission, de la vie et de la liberté, c'est quelque chose à quoi je tenais beaucoup, mais j'ai pas fait exprès. Alors une dernière question. Vous dites à propos de Montaigne que les vrais philosophes savent juger de leur temps. La question est donc simple. Comment jugez-vous le temps présent, peut-être en termes de transmission? Alors, d'abord, je vais quand même demander le droit à la modestie. Lorsque je dis ça à propos de Montaigne, je crois que c'est à propos, c'est un peu par provocation, mais c'est pas pour ça que je n'y tiens pas. C'est à propos du fait qu'en son temps, il est l'un des rares à identifier et à dénoncer le génocide qui s'effectue en Amérique du Sud. Il n'est pas tout à fait le seul, puisque, c'est pas sous la forme de la dénonciation, mais je ne sais pas si c'est dans le texte que j'ai mis, mais peu importe, Naudet, il fait également allusion, pour dire après tout à Saint-Barthélemy, on a fait mieux. Et donc, il y a cette attention au sérieux et à la gravité de l'histoire, qui, à mon avis, est effectivement essentielle à un philosophe. Alors, c'est là que c'est très difficile, parce que il ne suffit pas d'être chronologiquement de son temps, c'est trop facile de dramatiser ou de dénoncer. Il faut voir exactement ce qui ne va pas, faut comprendre la réalité. Alors c'est ça, effectivement, l'ambition. Donc vous me posez la question, qu'est-ce qui, en notre temps, enfin, comment pourrait-on exprimer un jugement sur notre temps? Je dirais, mais enfin, je revendique le droit à une subjectivité, à un arbitraire total. Le problème de notre temps, me semble-t-il, plus que pour d'autres temps, c'est une perte du sens même de la transmission. Peut-être à travers trois choses. D'une part, à travers ce qui est tout de même un malheur, au moins chez nous, mais pas seulement, une démocratisation de l'enseignement qui, au lieu d'aboutir à démocratiser l'enseignement, aboutit dans les faits à faire disparaître l'enseignement au plus grand profit des privilégiés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point par rapport auquel on peut s'inquiéter sur la transmission, mais là je rejoins ce que disait Hegel à la fin de la phénoménologie, il y a trop de choses à transmettre parce qu'on conserve tout. Transmettre, c'est savoir, ne transmettre que l'important. Et en sens, c'est l'effet pervers des bibliothèques informatisées, toutes ces choses-là. Je ne suis pas sûr qu'on sache encore transmettre. Et puis d'un autre côté, il y a la question, c'est la question qui poursuit toujours la transmission, il y a la question de la précarité de notre condition, c'est-à-dire ce qui est surtout intéressant dans l'effort de transmission, c'est pas tellement de se perpétuer au-delà de notre propre génération, c'est de découvrir la fragilité
de notre génération et à quoi elle se raccroche.